Et voici d'autres produits chimiques. Ce sont les pesticides. Certains d'entre eux ont été interdits au fil des ans. Pourraient-ils être réautorisés en France ? 50% des légumes et 80% des fruits issus de l'agriculture conventionnelle contiennent au moins un résidu de pesticides. Les plus contaminés, les cerises, les fraises, le raisin, mais aussi le fruit préféré des Français, la pomme. Existe-t-il d'autres solutions que le bio pour y échapper ? Peut-on se fier aux promesses de certains emballages ? Pour le savoir, nous avons fait analyser ces pommes non bio et pourtant garanties sans traitement chimique après la récolte, dans l'un des laboratoires de référence en France, au CHU de Limoges. Dans ma main gauche, notre sachet de pommes. Bonjour. Et à droite, des pommes bio. Merci. C'est parti. Le professeur Saint-Marcoux est toxicologue et spécialiste des pesticides. Son service réalise chaque année des milliers d'analyses pour des entreprises de l'agroalimentaire. Biologique et non biologique. Ici, on peut identifier plus de 400 résidus de pesticides différents dans les aliments. On va faire la moitié du sachet. On les broie directement avec la peau. Combien de pesticides seront retrouvés dans nos pommes ? Est-ce que la promesse du sans traitement chimique sera tenue ? On peut voir que dans les pommes bio, on ne détecte pas de pesticides sur les 450 que nous, on recherche. Tandis que dans les pommes non bio, on a un pic de pesticides qui correspond au pyriméthanyle. Là, on voit bien le pic. Le pyriméthanyle, c'est un pesticide utilisé contre les champignons parasites. Et ce n'est pas le seul traitement chimique présent dans l'échantillon issu de l'agriculture conventionnelle. On a retrouvé une poignée de pesticides dans les pommes que nous avons testées. Des pesticides usuels, alors des fongicides qui sont utilisés pour protéger les pommiers, par exemple la tavelure du pommier qui est quelque chose de connu, ou des insecticides, ou alors leurs produits de dégradation. Alors je dois dire que dans ce cas-là, on a retrouvé quelques molécules avec des concentrations qui sont un peu élevées. Au total, 9 résidus présents dans les pommes et à des doses qui dépassent parfois les limites maximales autorisées. Bien loin de la promesse rassurante du sachet. Oui, c'était marqué pas de pesticides après la récolte, mais si des pesticides ont été utilisés, une fois encore, pour protéger les sols, protéger les arbres, eh bien en fait ces pesticides qui sont dits systémiques sont absorbés par l'arbre, sont absorbés par les feuilles et finissent leur vie quelque part dans le fruit. Ces résidus de pesticides, est-il possible de s'en débarrasser avec des gestes simples ? L'équipe du laboratoire a accepté de nous aider à répondre à cette question. On a récupéré vos pommes que vous avez achetées dans le commerce, qui ne sont pas bio. On a lavé une partie de ces pommes-là pour voir si on pouvait enlever des pesticides uniquement en les lavant sous l'eau du robinet, exactement comme on fait à la maison. Et ensuite, on a pelé pour voir où se trouvaient exactement les pesticides. Si quand on pèle une pomme, on enlève les pesticides ou pas. Un lot de pommes lavées, un autre épluché. Et pour le dernier, après lavage et épluchage, on prépare une petite compote. L'intérêt, c'est de savoir si la cuisson a un impact sur les pesticides et si ça va les détruire. Est-ce que dans la compote, on retrouvera autant de pesticides que dans une pomme fraîche ? Ce que l'on peut imaginer, c'est que le fait d'enlever la peau enlève une partie des pesticides s'il y en a et que la cuisson puisse également en éliminer, mais les analyses vont nous répondre. Donc là, pour cette molécule, il y en a. Premier constat, le lavage n'a eu aucun impact sur la réduction des pesticides. Il y en a plus dans la peau. Oui. Qu'en est-il de l'épluchage et de la cuisson ? Lorsque l'on analyse la peau toute seule dans son coin, on retrouve la moitié de la quantité totale de pesticides dans cette peau. Donc si vous enlevez la peau, vous enlevez la moitié des pesticides qui sont présents dans le fruit. La cuisson peut éliminer quelques pesticides, mais la plupart des pesticides restent stables même à la chaleur. Donc même dans le produit cuit, il restera des pesticides quand il y en a au départ. Cette expérience confirme les données existantes. Il est bien difficile d'échapper aux pesticides contenus dans les fruits et légumes issus de l'agriculture conventionnelle.
Ces pesticides sont-ils à risque quand ils sont consommés à très faible dose ? À Paris, le laboratoire de Xavier Coumoul étudie les effets des polluants sur les cellules humaines. Les données recueillies ici ont donné lieu à de nombreuses études scientifiques établissant des liens solides entre pesticides et maladies. On a pu montrer, par exemple, un lien entre l'exposition à la chlordécone et le cancer de la prostate. Ensuite, il y a beaucoup de données qui proviennent des populations d'agriculteurs qui nous permettent de démontrer qu'il y a certains cancers, notamment des cancers du système nerveux lymphatique ou du sang, qui sont associés avec l'exposition aux pesticides. On a aussi des maladies neurodégénératives, notamment la maladie de Parkinson chez les agriculteurs, qui est reconnue comme maladie professionnelle. Et on démontre, dans l'expertise de 2021, qu'il y a 2 cancers, des cancers du cerveau et des cancers du sang, qui sont associés chez les enfants à l'exposition à certains types de pesticides. Donc, principalement 2 pôles, la cancérologie et la neurologie. Ces maladies graves résultent souvent d'expositions à forte dose. Mais pour ce toxicologue, aucun doute, notre alimentation suffit à nous exposer. Alors on pourrait se dire, faible dose, c'est bizarre. En fait, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que l'alimentation, on y est exposé de manière répétée. On boit tous les jours, on mange tous les jours. Et donc, la répétition de l'exposition fait que, comme ce sont des substances qui, de toute façon, sont dangereuses, puisqu'on les utilise pour tuer, voire repousser ou contrôler, même si c'est à faible dose, il va potentiellement présenter un risque pour la santé. Impossible d'incriminer un aliment plus qu'un autre. C'est le cumul, le cocktail de milliers de molécules qui impactent notre santé. Et il faut des années, parfois des décennies aux chercheurs pour prouver le lien entre un seul de ces polluants et une maladie. Il est clair qu'on a toujours l'impression de courir après des molécules qui ont été mises sur le marché depuis 10 ans et pour lesquelles on commence à avoir des signaux d'alerte et pour lesquelles le principe de précaution n'est pas appliqué. Et même quand les scientifiques parviennent à démontrer la toxicité d'un pesticide, des politiques peuvent tenter de le remettre sur le marché. Quand j'ai commencé la chimiothérapie, c'est là où j'ai découvert la loi du plomb. Et je me dis, mais comment c'est possible ? En janvier 2025, Fleur Breteau lutte contre son 2e cancer quand elle entend parler pour la première fois d'un projet de loi qui propose de réintroduire un insecticide interdit depuis 2018. Quand on est malade, on est tout d'un coup plus attentif à certaines choses. Et là, je suis attentive à la loi du plomb parce que je vois qu'il y a un produit bizarre qui s'appelle l'acétamipride, qui est un néonicotinoïde. Avant, je ne savais pas le dire d'un coup. Et je me dis, mais c'est bizarre, c'est une loi pour aider soi-disant les agriculteurs. Et on parle de produits chimiques. Et j'apprends en plus que c'est un produit hautement toxique pour la santé humaine. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. On ne peut pas laisser faire. Cette colère qui grandit en elle, Fleur Breteau décide alors de l'exprimer publiquement. Elle crée un collectif qui réunit en quelques mois plusieurs centaines d'adhérents et s'invite à l'Assemblée nationale avec d'autres militants le 8 juillet 2025. Nous sommes réunis aujourd'hui pour l'acte final du triste spectacle de la loi du plomb. Et l'idée, c'était de se dire que notre présence allait apporter une forme de gravité à la session du vote de la loi du plomb. Et au bout d'1 heure et demie, j'ai compris que ça ne marchait pas. Cette loi du plomb, sans renoncer à la vigilance environnementale, apporte pragmatisme et justice. Et disons-le sans ambiguïté, il n'y a pas de menace majeure liée à l'acétamipride, en France comme chez nos voisins qui n'ont jamais cessé d'avoir recours à cette molécule. Ils allaient réintroduire l'acétamipride. Je voyais leurs doigts appuyés sur un détonateur de maladie. Pour 316 contre 223, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi. Et je me suis dit, il faut que je dise quelque chose. Et je me suis retournée. J'ai vu que j'étais la seule à avoir la tête de la chimiothérapie, la tête du cancer. Et donc je me suis levée et j'ai hurlé, vous êtes les alliés du cancer et nous le ferons savoir. Et après, je les ai regardés. Je me suis retournée pour partir. Et malheureusement, le mépris a pris le dessus et les députés d'extrême droite et des droites m'ont huée
et j'aurais dit « Regardez-moi, regardez-moi, on se reverra ». Ce coup d'éclat marque le début d'une mobilisation citoyenne sans précédent. La pétition contre la loi Duplon réunira plus de 2 millions de signatures. Et en août 2025, le Conseil constitutionnel finit par censurer la réintroduction de l'acétamipride pour non-respect du principe de précaution. Un sursis plus qu'une victoire, car les promoteurs de la loi travaillent déjà sur une nouvelle mouture. Ces gens-là nous font perdre un temps précieux à force de remettre en doute la science. Le Conseil national de l'Ordre des médecins a dit, le 28 juillet 2025, que le doute n'était plus raisonnable sur les pesticides et qu'il fallait écouter les alertes des scientifiques. On demande quoi de plus?